Au plus profond de la jungle, là où la lumière effleure à peine le sol, la moindre erreur peut te coûter la vie. Ici, chaque murmure de la forêt a quelque chose à dire. Et bien souvent, ces voix n'annoncent rien de bon. Aucun chemin ne s'offre à toi. Aucune aide n'arrivera. Il ne reste que toi, face à la loi la plus ancienne de la planète. Si tu baisses ta garde, tu ne reviens pas. Ceci n'est pas une fiction. En Amérique, en Asie, en Afrique et en Océanie, il existe des peuples qui vivent entourés de l'un des prédateurs les plus mortels et les plus silencieux du monde, le serpent géant. Des anacondas pouvant dépasser 6 mètres. Certains pythons sont capables d'engloutir des cerfs entiers. Quant aux boas, ils s'enroulent sans la moindre pitié. Mais certains ne font pas que survivre. Ils ont appris à cohabiter avec ces géants. 8 tribus. 8 manières différentes de vivre au bord du danger. Chacune avec son propre langage, ses croyances, ses stratégies. Ici, aucune exagération. Tout ce que tu vas entendre a été vécu, puis transmis. Et si ce type d'histoire réelle, où la jungle est aussi dangereuse que magnifique, te captive, abonne-toi à Tribu du Monde, car ce que tu t'apprêtes à découvrir laisse une empreinte. Dans ce monde, il n'y a pas de seconde chance, et la jungle observe toujours. Et si tu penses que tout cela n'est que de la théorie, attends de rencontrer ceux qui naissent et grandissent entourés de l'un des prédateurs les plus difficiles à détecter de la planète. 1. Waorani, Équateur, là où la boue avertit, puis efface. Au cœur de l'Amazonie équatorienne, il existe un lieu où le temps semble s'être arrêté et où l'être humain vit avec une certitude que peu comprennent. Ici, tu ne possèdes rien et tout ce qui t'entoure peut ôter la vie en une seconde. C'est la terre des Waorani, l'un des peuples les plus isolés de la planète. Un peuple qui a choisi la jungle comme monde, comme bouclier et comme juge. L'humidité est constante. L'air est si dense qu'on pourrait le mâcher. Le silence n'est pas un silence. C'est la somme de milliers de sons minuscules, tous à l'affût. Chaque pas est une décision. Chaque branche qui craque, un possible avertissement. La visibilité dépasse rarement 10 mètres. Et pourtant, ils avancent sans peur, parce qu'ils ont appris ce que personne d'autre ne sait. Comment se déplacer là où les autres disparaissent. Ici vit la succurie, l'anaconda verte, cachée, immense, imprévisible. Il peut dépasser 6 mètres de long. Son corps peut se dissimuler entièrement sous quelques centimètres d'eau boueuse. Et lorsqu'il attaque, il n'y a pas de cri, seulement le poids, seulement la pression, seulement la faim. Les Waorani ne le chassent pas, ils ne le provoquent pas, ils le respectent. Dès l'enfance, ils apprennent à lire des signes invisibles. Le silence soudain des oiseaux, le changement du courant de l'eau, une branche enfoncée là où elle ne devrait pas être, une odeur subtile, semblable à du fer mouillé. Quand la succurie est proche, la jungle change, et ils le sentent. Mais que se passe-t-il lorsque la rencontre est inévitable ? Les Waorani n'attaquent jamais en premier. C'est la règle la plus importante. Dans leur culture, affronter un serpent géant n'est pas un acte de bravoure. C'est un dernier recours. Lorsqu'ils détectent la présence d'une succurie, la première chose qu'ils font est de marquer le territoire. Ils plantent de longues lances dans le sol, non pour blesser, mais pour créer des vibrations constantes. L'anaconda perçoit ces vibrations avec tout son corps. S'il peut éviter la rencontre, il se retire. Si cela ne fonctionne pas, il se réorganise. Jamais seul, jamais de face. 2 ou 3 hommes encerclent la zone en gardant leur distance, utilisant de longues lances en bois durcies au feu. Ils ne visent pas le corps, ils visent la tête. Car ils savent une chose essentielle, une anaconda peut continuer à s'enrouler, même blessée, mais s'il perd le contrôle de sa mâchoire, le combat est terminé. L'attaque, si elle a lieu,
est rapide, coordonné, sans cri. L'un distrait en frappant l'eau, un autre maintient la pression visuelle. Le troisième attend l'instant précis pour planter la lance derrière la tête, là où le muscle est le plus vulnérable. Mais même alors, l'objectif n'est pas toujours de tuer. Si le serpent recule, on le laisse partir. Ce n'est que s'il a déjà attaqué, que s'il représente une menace directe pour les enfants ou les anciens, que la chasse est menée jusqu'au bout. Et lorsque cela arrive, il n'y a ni célébration ni trophée. Le corps n'est pas exposé. Il est retiré du lieu et un silence rituel est observé. Les Waorani croient que tuer une succurie sans raison rompt l'équilibre et que la jungle finit toujours par réclamer ce type de dette. C'est pourquoi beaucoup préfèrent une autre stratégie: céder le territoire, changer de zone de pêche, abandonner une rive, modifier une route ancestrale pendant des semaines ou des mois. Car pour eux, survivre ne signifie pas vaincre. Cela signifie savoir quand se retirer, avant que la jungle ne décide pour toi. On raconte encore qu'un jour, il y a des années, un jeune chasseur disparut dans la zone du fleuve Napo. Ce n'est qu'au 3e jour que l'on trouva la trace, une grande clairière où la boue était compactée. Il n'y eut ni cri, ni reste. Il ne resta que le signe. Le chaman dit que la jungle l'avait réclamé. Et depuis ce jour, personne n'est jamais retourné pêcher à cet endroit. Ici, l'anaconda n'est pas seulement un animal, c'est une présence, une force, une épreuve constante. Et les Waorani ont survécu non parce qu'ils dominent la forêt, mais parce qu'ils savent quand avancer et quand disparaître à temps. Car dans leur monde, une erreur ne se répète pas. Et même si cette jungle semble être la limite du danger, ce n'est pas la seule où la boue peut dissimuler la mort. 2. Asmat, Papouasie, Indonésie. Dans les marécages où le son décide de la vie. À l'autre bout du monde, dans l'une des régions les plus isolées et reculées d'Indonésie, les marécages ne sont pas des obstacles. Ils sont leur monde. Et pour les Asmates, la jungle n'est pas un décor. C'est un ennemi silencieux avec lequel ils cohabitent chaque jour. La Papouasie est boue, brume, humidité suspendue dans l'air. Le ciel s'ouvre rarement, et lorsqu'il le fait, c'est seulement pour laisser tomber encore plus d'eau. Entre les arbres tordus et les racines flottantes, la surface de l'eau n'est qu'un miroir brisé. Et sous elle, quelque chose bouge. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Le python réticulé ne prévient pas. Il peut dépasser 7 mètres. Son corps, couvert de motifs hypnotiques, se confond avec la végétation et la vase. Son attaque est rapide et précise. Une fois qu'il s'enroule, sa puissance peut immobiliser même de grandes proies. Les Asmates ne le combattent pas. Ils l'évitent, le respectent et surtout l'interprètent. Lorsque le chant des oiseaux s'interrompt sans raison, lorsqu'un groupe de singes change de branche avec une urgence inhabituelle, lorsque le vent semble apporter un silence épais, on n'avance pas, on recule. Le langage du danger n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est l'absence de son qui sauve une vie. Pour les Asmates, le serpent est un châtiment. Il apparaît lorsqu'une règle sacrée a été brisée, lorsque l'on a pris plus que nécessaire, lorsque ce qui devait rester intact a été perturbé. C'est le rappel que la forêt n'oublie pas. C'est pourquoi leurs pas s'élèvent au-dessus du marécage. Des chemins faits de troncs et de branches réduisent le contact direct avec l'eau et les zones les plus dangereuses. Leurs pas ne sont pas fermes. Ils sont mesurés, réfléchis, hérités. Un ancien du clan raconte encore l'histoire du fils du chef qui voulut explorer un marécage interdit. Il partit seul, avec arrogance, à l'aube. Il ne revint jamais. Des jours plus tard, sa lance fut retrouvée plantée dans une branche. Depuis lors, ce marécage a été retiré des chemins du clan. Il n'y eut pas de châtiment, seulement le silence. Et cela suffit. Ici, chaque décision pèse plus que le pas suivant. Car si tu n'écoutes pas la jungle t'efface. Mais il existe des forêts où le danger ne glisse pas sur l'eau. Il attend
immobile entre racines et boue. 3. Cani, Inde, là où la pluie sert de boussole et l'ombre prend la parole. Dans les gaz occidentaux de l'Inde, là où les montagnes se fondent dans la jungle et où la pluie tombe comme un voile interminable, les Cani vivent depuis des générations, entourés d'une végétation si dense que même la lumière semble ne pas trouver d'issue. Ils ont appris à lire la jungle comme un livre ancien et dangereux. Ici, chaque sentier est un pari. Un virage serré peut dissimuler bien plus que des ombres. Les troncs humides paraissent presque animés sous la pluie et le moindre mouvement au sol peut révéler quelque chose de caché. Le python indien habite ces terres, gigantesque, patient, mortel. Il s'enroule entre les buissons, se confond avec la terre détrempée et attend. Il ne poursuit pas, il ne fuit pas. Il calcule simplement l'instant précis où l'inattention devient une opportunité. Les Cani n'improvisent pas. Chaque marche est un rituel. Ils utilisent de longs bâtons pour sonder le sol, des sons précis pour annoncer leur présence et des pas légers afin d'éviter des vibrations brusques. Les femmes âgées enseignent de courtes chansons, chantées à voix basse en marchant. Ce n'est pas de la musique, c'est un signal. Dès l'enfance, ils apprennent à identifier les traces, les glissements récents, les marques dans la végétation pouvant indiquer que quelque chose s'est déplacé là, quelque chose de très grand. Mais ils apprennent aussi à se taire. Car dans la forêt, celui qui parle sans observer marche là où il ne devrait pas. Dans leurs récits oraux, le python n'est pas seulement un animal, c'est un maître. On dit qu'il met à l'épreuve les arrogants et protège les attentifs. Même les plus sceptiques savent que parler mal de lui à voix haute peut porter malheur. Lors des cérémonies de passage à l'âge adulte, les jeunes Cani doivent passer une journée entière dans la forêt avec un guide ancien. L'objectif n'est ni de chasser ni de trouver quoi que ce soit, mais d'apprendre à écouter, à lire, à apprendre sans poser de questions. Un jour, l'un d'eux, pressé d'impressionner, s'écarta du chemin. Des heures plus tard, on le retrouva perché dans un arbre, tremblant. En dessous, un python reposait. Il n'avait pas attaqué. Il attendait simplement. Le guide dit que c'était une épreuve. Le garçon ne reparla plus jamais de bravoure sans raison. Il existe aussi un geste traditionnel, appelé marakutu, exécuté de la main lorsqu'une personne sent qu'un serpent est proche. On ne crie pas, on ne court pas. On frappe le sol 3 fois avec le bâton. Si quelqu'un d'autre l'entend, il sait qu'il doit s'arrêter. Les anciens affirment que ce n'est pas la jungle qui enseigne, mais l'erreur, à condition de survivre pour s'en souvenir. Il n'est pas rare d'entendre des histoires réelles, de marcheurs qui ne sont jamais revenus, d'animaux disparus sans laisser de traces, de familles qui n'ont trouvé qu'une marque dans la boue, longue et courbée, comme une signature sombre. Mais on entend aussi des enseignements. Chaque histoire porte une leçon, et chaque leçon est répétée encore et encore, non pour effrayer, mais pour préparer. Ici, l'expérience ne s'acquiert pas avec les années, elle s'acquiert par l'observation, par la mémoire, par la capacité de ne pas commettre 2 fois la même erreur. Car dans cette jungle, celui qui n'apprend pas disparaît. Mais tous les serpents ne vivent pas uniquement sur la terre. Certaines règnent sur les rivières et sont vénérées. 4. Shipibo Konibo, Pérou. Sur le fleuve qui écoute ceux qui le traversent. Au cœur de l'Amazonie péruvienne, le fleuve Ucayali n'est pas seulement une voie de transport. C'est une artère vivante, un miroir d'eau qui nourrit, relie et parfois efface ceux qui le sous-estiment. Pour les Shipibo Konibo, le fleuve n'est pas un simple cours d'eau. C'est une présence dotée de conscience, une entité qui écoute, qui punit, qui protège. C'est là que vit la sucuri, l'anaconda. Non comme un simple animal, mais comme un esprit gardien, un surveillant silencieux de l'équilibre naturel.
Toutes les zones du fleuve ne peuvent pas être traversées. Il existe des lieux interdits, des berges où personne n'ose pêcher, des courbes où l'eau est trop immobile ou trop sombre. Dans ces endroits, les voix s'abaissent, la pirogue avance avec respect. Et si le chaman dit que ce n'est pas le moment, on ne traverse pas. L'anaconda n'attaque pas toujours. Parfois, elle se contente d'observer. Et si elle est respectée, elle se montre, puis disparaît, comme si elle n'avait jamais été là. Le chaman est le lien entre le visible et l'invisible. Il sait lire les signes de l'eau, le comportement des poissons, la direction du vent, mais il interprète aussi les rêves, les signes que tous ne comprennent pas. Une histoire se répète sur les rives, celle d'un jeune homme emporté par le courant après avoir ignoré un avertissement. Des jours plus tard, il revint seul, désorienté et à peine capable de parler. Il ne répétait qu'une seule phrase. « Elle m'a laissé partir parce que j'ai écouté. » Depuis lors, il est devenu l'apprenti du chaman. Ici, il ne s'agit pas de force, ni même de courage. Il s'agit de révérence, car la jungle ne se domine pas, elle se respecte. Et lorsqu'on la respecte, elle protège. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie de ce voyage. Dis-moi en commentaire quelle tribu t'a le plus marqué jusqu'à présent. Mais tandis que certains honorent l'esprit du fleuve, d'autres se préparent à défendre leur foyer pendant leur sommeil. 5. Iban, Bornéo. En hauteur, là où les géants montent la nuit. Au cœur de Bornéo, là où la jungle semble sans fin et où la brume se dépose comme une seconde peau, les Iban ont construit un mode de vie unique. Des maisons communautaires surélevées, soutenues par des pilotis, dominant le paysage telles des forteresses de bois suspendues hors du temps. Depuis ces hauteurs, ils observent, ils écoutent, ils vivent ensemble. Mais la sécurité n'existe pas ici. Ici, la menace ne vient pas toujours d'en bas. Parfois, elle grimpe. Les pythons géants ne respectent ni mur ni toit. Ils pénètrent dans les cultures la nuit, se glissent parmi les poules, emportent les chiens. Certains ont même tenté d'escalader les structures à la recherche de proies faciles. Et lorsque cela arrive, la communauté réagit. Ils ne recherchent pas la chasse. Ils n'agissent que lorsque le python représente une menace directe. Alors, le protocole rituel s'active. Tout le monde est averti. Les hommes se rassemblent. Les filets, les lances et les foyers sont préparés. Mais même dans ces moments-là, il existe des règles. Personne n'agit seul. Personne n'attaque sans avertissement. Et aucune mort n'est célébrée. Car toute créature qui habite la jungle, même la plus redoutée, fait partie d'un équilibre plus vaste. C'est pour cela qu'existent les alarmes naturelles, les singes qui crient sans raison apparente, les oiseaux qui volent à basse altitude, les chiens qui s'agitent avant l'aube. Ce sont plus que des animaux, ce sont des sentinelles. Dès l'enfance, les Iban apprennent ce code invisible, ce que signifie un son, ce que peut dissimuler un silence. Chaque ancien répète les histoires comme des avertissements, jamais comme un divertissement. Une communauté qui écoute, qui partage, qui protège, est une communauté qui n'a pas besoin de la peur. Car ici, la jungle est moins dangereuse lorsque personne n'est seul. Mais il existe des lieux où même la hauteur ne protège pas, parce que le danger se cache sous l'eau. 6. Ogoni, Nigeria, là où la boue et la communauté soutiennent la vie. Dans le delta du Niger, là où la terre et l'eau se confondent en un labyrinthe de mangroves, les Ogoni ont appris à vivre entre la boue, l'humidité et des serpents invisibles. Ici, chaque pas peut s'enfoncer. Le sol n'est pas stable, l'eau n'est pas claire. Sous la surface, entre racines tortueuses et branches flottantes, quelque chose glisse en silence absolu. Le boa africain. Il n'est pas aussi long que l'anaconda, mais suffisamment pour enserrer un adulte et ne jamais le relâcher. Il ne mord pas, il étouffe, il ne poursuit pas.
il attend. Pour survivre sur ce terrain, les Ogoni ont conçu un réseau de chemins surélevés. Des passerelles de bois qui traversent la boue par le dessus. Elles relient les maisons, les jardins, les espaces communs. C'est la seule manière de se déplacer sans pénétrer sur le territoire du prédateur. Mais construire ne suffit pas. Il faut surveiller. Chaque tronçon a ses observateurs. Chaque son inhabituel est signalé. Chaque jour, quelqu'un vérifie s'il existe de nouvelles traces près des piliers ou des accès au fleuve. Si une branche se brise dans une direction anormale, quelqu'un le note. Si un chien aboie avec insistance vers l'eau, tous interrompent ce qu'ils font. Il existe un signal particulier que tous connaissent. 3 coups rythmés sur les planches de bois. Cela signifie quelque chose bouge. Ce n'est pas la panique, c'est un avertissement. Les plus proches s'arment, les autres se préparent. Les enfants apprennent très tôt à se déplacer sans bruit, à reconnaître les traces dans la boue et à détecter les changements dans le chant des oiseaux lorsqu'une menace approche. Ce n'est pas un enseignement formel, mais un savoir transmis pour survivre. À la tombée de la nuit, les familles allument des lampes à huile près des bords des maisons. Non pour mieux voir, mais pour que les reflets sur l'eau révèlent le moindre mouvement. Dans la culture Ogoni, la lumière est un bouclier symbolique. Elle n'éclaire pas, elle révèle. Une nuit, un boa glissa vers l'une des maisons. Les chiens aboyèrent, les voisins frappèrent en le bois. En quelques secondes, tout le monde comprit ce qui se passait. Torches, bâtons, voix, personne ne fut blessé. Le serpent fut contraint de battre en retraite. Le lendemain, ils laissèrent une offrande près de la mangrove, une poignée de sel, un peu de poisson séché et des feuilles fraîches. Ce n'était pas un rituel religieux, c'était du respect, un rappel que cet espace ne leur appartient pas entièrement. Cette nuit-là, personne ne dormit, mais tous survécurent. Ici, la jungle ne se combat pas avec un courage solitaire. Elle s'affronte en communauté, avec des yeux qui veillent pour toi, avec des oreilles qui avertissent avant qu'il ne soit trop tard. Car dans ces mangroves, l'union ne donne pas seulement de la force, elle donne la vie. Mais dans d'autres forêts, l'arme la plus puissante n'est pas la force. C'est l'ouïe. 7. Batwa, Afrique centrale. Écouter, c'est voir dans la forêt éternelle. Dans les forêts tropicales du cœur de l'Afrique, la végétation recouvre tout. La lumière traverse à peine la canopée. Le sol est toujours humide, l'air saturé de vie. Pour les Batwa, la forêt n'est pas seulement un foyer, c'est un langage vivant, une symphonie qui se répète chaque jour, mais jamais de la même manière. L'écouter n'est pas une option, c'est une nécessité. Ici, les serpents ne se voient pas, ils se devinent. Les Batwa ne traquent pas avec les yeux. Leur outil le plus précieux est l'attention absolue. Par le son, ils savent si un oiseau s'est envolé trop tôt, si un groupe de singes a changé de direction, si les grillons se sont tus soudainement. Chaque variation, aussi infime soit-elle, peut signifier une chose. Quelque chose ne devrait pas être là. Ils n'utilisent ni piège, ni bâton. Ils utilisent l'attention. Leur manière de se déplacer ressemble à une danse, légère, lente, synchronisée avec la musique de la jungle. Lorsque tout sonne normalement, ils avancent. Mais si un seul élément du cœur change de rythme, ils s'arrêtent. Dès l'enfance, les enfants apprennent à distinguer le chant ordinaire du chant d'alerte, à reconnaître quand un singe est nerveux, quand une branche se brise avec du poids ou sans poids. Ils évaluent chaque son avant de faire un pas, mesurant si la forêt parle de vie ou de danger. Il existe des jeux pour enseigner cela. L'un d'eux consiste à imiter des sons d'animaux et à détecter lequel est faux. Celui qui devine juste mène la marche suivante. Celui qui se trompe écoute 2 fois plus. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est un entraînement. Les histoires murmurées servent à rappeler ce qu'il ne faut jamais oublier. Comme celle du jeune homme qui ignora un signal de silence et disparut dans les Bismillinatismes, fourré. Ou celle du vieil homme qui, simplement en fermant les yeux,
sut qu'un python l'observait depuis un arbre. Il fit un pas en arrière et sauva sa vie. On parle aussi d'une femme qui, en accouchant dans la jungle, demanda à sa sœur de garder un silence total pendant des heures, car un seul cri aurait pu attirer ce qui glisse sans bruit. Toutes deux survécurent. Depuis lors, cette famille est considérée comme protégée par la forêt. Les batois ne crient pas. La fuite n'a pas sa place ici. La provocation est impensable. Aucune illusion de supériorité face à l'environnement. Un jour debout, le lendemain, retourner à la terre. C'est ainsi qu'ils vivent, en écoutant. Car la forêt a sa propre langue, et elle punit ceux qui ne l'apprennent pas. Dans cette jungle, celui qui ne comprend pas le silence n'en revient pas. Et pour conclure ce voyage, nous revenons au continent où l'eau commande. 8. Yequana, Venezuela, Brésil, fluet, avec des géants invisibles. Dans le sud du Venezuela, là où le fleuve Orénoque s'élargit comme un miroir sans fin, les Yequana naviguent avec la même aisance que d'autres marches. Pour eux, l'eau n'est pas un obstacle, c'est un chemin, mais aussi un avertissement. Le fleuve guide, nourrit, mais met aussi à l'épreuve. Et sous sa surface, quelque chose bouge. Dans ces eaux, les anacondas se montrent rarement entièrement. Leur présence se révèle par de subtiles modifications de l'eau et par le comportement des poissons. Une traînée dans le courant, un changement de texture dans le reflet, un silence trop long dans une zone où quelque chose chante toujours. Il n'existe pas de carte pour les éviter, seulement le savoir, l'intuition, la lecture du fleuve. Les Yequana ne se fient pas aux instruments, ils se fient aux signes invisibles, au flux, à la température de l'eau, à la mémoire des anciens. Et si un poisson saute hors saison, si l'air devient lourd dans un méandre du fleuve, si le ciel s'assombrit sans pluie, ils savent qu'il faut s'arrêter. La vigilance n'est pas la tâche des plus forts, c'est celle des plus attentifs. C'est pourquoi les plus sages ne se tiennent pas à la proue, mais au centre, observant, ressentant, transmettant. Les enfants apprennent à lire l'eau très tôt, non pas à nager plus vite, mais à attendre le moment juste. On dit qu'un enfant Yequana sait plutôt quand il ne faut pas traverser que quand il le faut. Et parmi les nombreuses histoires qui voguent sur l'Orénoque, il en est une que tous connaissent, celle du vieil homme qui perdit sa pagaie en plein courant. Il flottait seul, sans force, sans direction. Il savait que le serpent était proche, mais il ne cria pas, ne bougea pas, ferma les yeux et écouta. Il attendit, sentit le changement de l'eau, et lorsqu'il sentit le courant lui devenir favorable, il laissa la pirogue tourner d'elle-même. Il ne résista pas, il ne lutta pas, il flua simplement, et il survécut. Cet homme vit encore aujourd'hui, et il répète toujours la même chose aux jeunes. La jungle n'est pas ton ennemi, si tu sais quand il ne faut pas se battre. Lorsqu'une nouvelle pirogue est mise à l'eau pour la première fois, cela se fait en silence. L'eau doit entendre qui est le nouveau voyageur. Ce n'est qu'après avoir franchi un premier tronçon sans incident que l'on chante. Un chant court, à peine un murmure, mais qui marque le début d'une relation sacrée entre celui qui navigue et le fleuve qui décide s'il le laisse passer. Les Yequana ne conquièrent pas l'Orénoque. Le respect est la base. La compréhension vient avec l'observation et la mémoire. Le fleuve se lit alors comme un texte liquide, en perpétuel changement. Et c'est pour cela qu'ils sont encore là. Car dans un monde de géants silencieux, le secret n'est pas la force, c'est la compréhension. Et toi, survivrais-tu ? 8 tribus, 8 façons différentes de regarder la peur, sans reculer. Tous n'ont pas la technologie, tous n'ont pas d'armes, mais tous partagent quelque chose de plus précieux, le savoir, le respect, l'adaptation. Car dans la jungle, le danger ne rugit pas toujours. Parfois, il respire lentement, attend et décide. L'anaconda, le python, le boa, ils n'appartiennent pas aux légendes. Ils font partie du monde réel.
Ils se déplacent entre les branches, entre les eaux, entre les ombres. Et ceux qui vivent près d'eux ne les sous-estiment pas, ils les comprennent. Des profondeurs de l'Amazonie aux méandres de l'Orénoque, ces histoires nous enseignent une vérité simple. Ici, la sagesse ne se mesure pas à la force, mais à l'attention et à l'humilité. Dans chaque histoire, il y a un avertissement. Dans chaque rituel, une manière d'équilibrer l'invisible. Car ici, la jungle ne pardonne pas l'ignorance, mais parfois, elle récompense l'humilité. Ce ne fut pas seulement un voyage à travers des tribus, ce fut un parcours à travers différentes façons de voir la vie, lorsque chaque jour peut être le dernier. Maintenant, je te pose la question. Si tu devais apprendre à survivre, avec laquelle de ces tribus le ferais-tu ? Et si cela t'a fait ressentir quelque chose de réel, imagine ce qui vient ensuite. Abonne-toi car la prochaine expédition pourrait être encore plus dangereuse. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris le mot-clé de cet épisode, serpent. Ainsi, nous saurons que toi aussi, tu as réussi à traverser sans être vu. À la prochaine expédition.